L'instant Roland. Salut à tous, bienvenue dans l'Instant Roland. J'ai deux passions dans la vie. Le tennis et le tournoi de Roland-Garros, bien évidemment, ça c'est pas une surprise. Et le Paris Saint-Germain qui joue ce soir la finale de Ligue des Champions. Je croise les doigts. Allez les gars, ici c'est Paris. Comment ça va, partenaire? Ça va, toi, tranquille, tu te télétransportes du Parc des Princes à ici, mais t'as des pouvoirs de dingue. Mais ouais, je me balade. Je me balade, pouvoir... Mais rassure-moi, on va parler tennis ou que Dembélé s'est qualifié en deuxième semaine à Roland en 5-7? Écoute, on va parler tennis, bien évidemment, parce que c'est le thème de l'émission, mais je te cache pas quand même que mon esprit est tourné à ce soir avec le match du Paris Saint-Germain. Manque et de professionnalisme, bien évidemment, la Ligue des Champions. Mais je suis dans l'instant présent, j'aime être dans l'instant présent. Malheureusement, on va être dans l'instant présent avec une annonce, le forfait d'Arthur Fils. Ça a été la déception. On l'a vu à la fin de son match diminuer. Problème au niveau du dos. Il a fait une conférence de presse pour expliquer son forfait. Mais quand même déception, grosse déception. Ah bah, super déçu, ouais. Surtout qu'en plus, il y a une petite malédiction sur les Français, là, sur le tournoi, entre Humbert et lui qui ne peuvent pas réellement défendre leur chance. C'est un peu compliqué, ouais. Je pense vraiment que s'il avait été dans un état normal, je pense qu'il passait contre Roublev. Et après, sur Sinner en 8e, ça aurait été un superbe combat. Et on n'a pas droit à ce combat-là, donc ouais, je suis assez déçu aussi, le premier. J'aime bien parce que tu dis serait passé contre Roublev, on le saura jamais. Quoi. Bien sûr. Tu prends pas de risque. Non, aucun risque. Attends, je suis bon au prono depuis le début. C'est vrai qu'on attendait beaucoup d'Arthur Fils. Le fait que, bon, il a que 20 ans, donc il a vraiment l'avenir devant lui. Le fait qu'il déclare forfait, qu'il soit blessé, ça doit être dur quand même pour lui. On est ici à Paris, il jouait extrêmement bien, même si au tour précédent, il gagne en 5-7 avec 2-7 notamment, où il prend 0 et 2, où il a été dans la difficulté. On sentait Arthur Fils bien, quoi. Il est arrêté, je trouve, dans son élan. En fait, ce qui était super, c'est que la gestion du 3e et du 4e set était dans un but d'attendre d'être de nouveau bien physiquement pour se donner à fond. Donc il a géré un peu comme un mec de 30 ans, donc ça c'était quand même... hyper intéressant. Après, ouais, il y a deux facteurs pour moi. Il y a le facteur stress pour les crampes, je pense. Et le deuxième facteur, c'est que honnêtement, j'avais jamais trop dit ça, mais je trouve que les joueurs ils jouent beaucoup trop. Maintenant, je suis d'accord avec Casper Ruud, il en a parlé aussi en conférence de presse. Ça commence à être, c'est tout le temps. Donc forcément, les organismes, mais ils ont beau être jeunes, c'est pas des robots, quoi. Quand tu dis ça, justement, ça peut être un thème qu'on pourra aborder avant la fin de la quinzaine. C'est la programmation, le nombre de tournois joués. Et on sait que maintenant, avec les Masters 1000 notamment, qui durent 10 jours, c'est vrai que pour les organismes, ça use. Malheureusement, c'est fini pour Arthur Fils, qui va s'arrêter au 3e tour. Un autre joueur qui s'est arrêté hier, et franchement, c'était sympa. C'est Quentin Alice qui a perdu face à Holger Rune, 10e mondial, 6-2 au 5e. Passé à 2 points, deux fois à 2 points de la rencontre. Et j'ai trouvé un match, je trouve, en dents de scie, et un Holger Rune, mais phénoménal au 5e. Ouais, solide. J'étais un peu défait pour Quentin. Alors le 5e, il n'y a rien à dire. Holger Rune est au-dessus. Mais vraiment, quand il mène 2-7-1, quand il est si proche de gagner le match, il y a 2-3 erreurs. J'ai souvenir d'une approche qu'il fait en coup droit. Il a un coup droit qui n'est pas très difficile. Elle lui échappe de ça alors que Holger ne joue même plus le point. Il y a plein de petits points, il y en a 2 ou 3 comme ça qui, je trouve, ont coûté ultra cher. Donc ouais, je suis un peu déçu. Je pensais vraiment, alors autant je le voyais pas favori avant le match, je pensais que Rune gagnerait en 4-7, mais quand il mène 2-7-1 et que je vois la physionomie du match, je vois Rune qui fait n'importe quoi avec ses amortis. J'ai pas compris, ça explique, parce que les amortis qu'il a tentés, en plus parfois il était très loin, enfin c'est vraiment, il a fait totalement l'inverse de ce qu'on enseigne. N'importe quoi, et ce qui m'a crispé, c'est que la seule qui fait, c'est sur la balle de break. C'est vrai qu'elle est magnifique, la seule qui fait bien, c'est la... Non mais c'est sur balle de break, enfin au 4e. Ça c'est la force des grands, c'est-à-dire qu'ils sont performants dans les moments... Ouais, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ouais, très déçu pour Quentin, je pensais vraiment, je sentais qu'il pouvait passer. Vraiment, il y avait cette énergie. Il est pas loin, il s'en rapproche de plus en plus. Déjà à Wimbledon, il menait 2-7-0 face à Holger Rune. Là hier, 2-7-1, ça veut dire qu'il se rapproche tout de même des meilleurs, même si au final, il y a forcément la tristesse et la déception d'être éliminé. Mais la saison sur gazon... va arriver très très vite, et pareil, c'est une surface où Quentin se sent hyper bien. Bonne route et bonne continuation à toi, Quentin. Deux joueuses, il y avait du sourire aussi là sur les cours hier. On a quitté une Caroline Garcia qui était triste après son élimination au premier tour. Elle s'est qualifiée pour le 3e tour aux côtés de Diane Paris en double. Ça, c'est une belle satisfaction. Elle continue encore sa route. Je pense que c'est une belle fin de carrière pour elle à Roland-Garros. Là, je pense qu'elle est vraiment dans le kiff. Il n'y a pas de pression. Puis c'est cool, le double, c'est quand même plus sympa. Le double, c'est génial, c'est une super pratique. C'est une pratique que j'encourage vraiment à développer dans les clubs. Et finir en double avec une pote à elle, pour moi, je trouve ça génial. Il y a moins de pression, elle se lâche. C'est une super fin.
Effectivement, c'est une super fin à développer le double dans les clubs. Et puis, on l'évoquera aussi durant cette quinzaine. On fera un sujet sur les joueurs de double, spécialistes du joueur de double, parce qu'il y en a qui se spécialisent dans cette discipline. Et on va suivre ça avec intérêt. On va se concentrer sur les favoris. On va commencer par les femmes. Et Sabalenka qui s'est imposée facilement, 2-3 face à Danilovic. Swiatek, pareil, 2-7, 6-2, 7-5 face à Christian. Paolini qui s'est qualifié 4-1 face à Starodub-Tseva. Heureusement. Bien. C'est bien dit. Solide. Il est pas facile à dire. Ouais, alors je l'ai écrit en gros, en plus j'ai la vue qui baisse, je suis comme ça. Bref, et par contre on va évoquer le match de Zheng qui s'impose face à Mboko 3-4. Pourquoi Zheng? Parce qu'on en parle depuis le début. Oui. Et elle continue sa route, ça va peut-être... c'est pas pour rien que je l'ai mise dans les favorites, dans la liste de favorites. C'est pour ça, c'est pour te mettre en valeur que je te dis ça, c'est pour ça qu'on finit à la fin. Là je sens, je brille, c'est pour ça que tu brilles. Je suis savonné même. Là tu me savonnes, c'est énorme. Et ouais, Qi Weizheng, c'est une joueuse, je trouve, extrêmement difficile à jouer sur terre battue. Elle a la glissade, elle est grande, techniquement elle est forte, elle est capable de mettre du volume en coup droit, elle se déplace bien. C'est une joueuse, comme j'avais dit, qui a passé beaucoup de temps avec un entraîneur espagnol, Pere Riba, donc elle a cette culture de la terre battue. Et pour moi, c'est clairement une des favorites du tournoi, de plus en plus. Ça continue, on va suivre ça. On va passer au tableau messieurs Musetti qui s'impose en 4-7 face à Navon qui continue son bonhomme de chemin. Shelton face à Gigante en 3-7 également. Petite parenthèse, le coach de Ben Shelton et papa qui a l'oreillette qui est relié à la télé américaine. Changement de côté, ça te plaît ça ou pas? Pas du tout. Non, je suis un peu comme mon pote Gilles Servara, je trouve que ça fait trop love story ce genre de truc. Oh puis on va faire un débat là, je vous jure que là d'ici quelques jours on va faire un débat parce que alors, moi je suis totalement fan de ce genre de gadget, je trouve ça hyper sympa. On en parle aussi depuis le début, c'est Frances Tiafoe. Alors certes c'est une grosse cote, première fois qu'il accède au 8e de finale, il n'a pas perdu un set, Frances Tiafoe, et il se défait de Korda. Il a tellement progressé dans son jeu, dans sa tenue de balle. C'est pour ça que hier dans l'émission, je pensais vraiment qu'il allait gagner contre Sébastien Korda, que j'avais vu jouer. Il se remet en valeur en disant que j'avais vu jouer. Je l'ai dit hier. Et Korda, je l'avais vu jouer l'avant-veille, et je trouvais qu'il n'était pas non plus incroyable. Je le trouvais très hésitant dans beaucoup de choix quand il a joué contre Brooksby. Je trouvais qu'il y avait plein de passages où il frappait pas la balle à 100%, il faisait des petites fautes qui n'avaient pas trop de sens. Et à l'inverse de Tiafoe, que j'ai trouvé, que j'ai pu voir jouer une fois dans la quinzaine, qui lui est extrêmement franc dans ses choix. Il est tranché, il y va. Une décision, il y va à fond. Et je trouve que Tiafoe a énormément progressé sur terre et qu'il est dangereux et qu'il peut continuer à faire mal. Et ouais, premier 8e de finale, il va jouer au prochain tour face à Daniel Altmaier. Et on termine, pour être bien complet, avec Carlos Alcaraz. Match un peu bizarre, 10e victoire de suite pour l'Espagnol ici à Roland-Garros, qui s'impose en 4-16, 6-4 au 4e. Il sauve quand même balle de 3-1 au 4e. C'est bizarre parce qu'au début, je me dis à chaque début de match, il joue l'acier. Et c'est encore un petit peu en dents. Je trouve que Dzumhur est monté aussi, tu vois, pour sa défense quand même. C'est vrai que je minimise un peu la qualité de Dzumhur, qu'en plus j'aime beaucoup ce style de jeu. Dzumhur en plus a une histoire particulière, c'est un joueur des Balkans qui avait absolument rien au début, qui a appris à jouer sur des surfaces en plastique où il y avait des morceaux de terrain qui n'étaient même pas sur le terrain. Ouais. Donc ouais, c'est quelqu'un qui mentalement est très très fort. Et qui est surtout un très bon sens du jeu. C'est un joueur qui est très combatif, qui maîtrise bien ses zones et qui ne va jamais rien lâcher. Donc il suffit que mentalement l'adversaire descende un tout petit peu, lui, il va se mettre dans la brèche direct. On est sur le cours Simone Mathieu, ce cours est juste magnifique. Tout à l'heure, Loïs Boisson et Elsa Jacquemot vont s'affronter pour une place en 8e de finale. Dieu sait que la pression va être énorme pour les deux joueuses. Je suis allée rencontrer Pauline Parmentier qui nous parle du match. J'ai la chance d'être avec Pauline Parmentier qui travaille sur la filière féminine plus de 15 aux côtés d'Ivan Lubicic. Comment ça va Pauline? Ça va très bien Émilie, je te remercie. Ça fait bizarre de s'appeler Pauline et Émilie. Là on est obligé d'être... On se tutoie, on se voit? Ah non, on se tutoie. Ah bah non quand même, parce que là ça ferait complètement faux cul. Je voudrais qu'on revienne justement sur les belles performances de Loïs Boisson et d'Elsa Jacquemot. On va commencer par Loïs Boisson. Franchement, le parcours il est incroyable. Son histoire, elle a repris seulement la compète il y a 2 mois. Elle s'est fait les croisés l'année dernière. Et je la trouve franchement impressionnante quand je la vois sur le terrain, 22 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as été surprise déjà de sa performance?
Non, je suis pas du tout surprise parce que je l'ai suivie déjà beaucoup l'année dernière avant qu'elle se blesse. Et là, depuis qu'elle est revenue sur les premiers tournois qu'elle a fait, alors c'était sur dur quand elle a repris, on sentait qu'avec 2-3 matchs gagnés, le truc il allait partir, quoi. Et je suis trop contente pour elle que ça se passe ici. Elle le mérite, elle a vraiment eu un moment très difficile et ça l'a beaucoup minée, elle, de par sa personnalité aussi. Donc je pense que là, ça lui fait beaucoup de bien. Elle s'est fait tatouer résilience justement à la suite de son problème au genou. C'est un peu ce qu'elle dégage là sur le tournoi. Et il y a un truc qui m'interpelle aussi, c'est que quand elle gagne, est-ce que c'est une joueuse qui est un petit peu timide, mais elle n'est pas hyper expansive, on sent qu'elle est contente à la fin, mais il y a toujours une forme de réserve, ou alors peut-être que quelque part elle a que 22 ans, elle ne se contente pas que de ça, et que c'est dans la suite logique, on va dire, de sa progression. Je pense que ça va avec sa personnalité, elle est assez réservée, assez introvertie. Elle est très exigeante avec elle-même aussi, donc c'est pour ça que sur le terrain on la voit parfois un peu négative peut-être. Mais en fait, moi je trouve que sur son match, elle dégage, elle s'encourage et tout ça, mais ça monte pas très haut. Non. Mais en revanche, une fois qu'il y a la balle de match, là, elle a un cri de soulagement. Ouais, vraiment, on a l'impression qu'elle lâche le truc, quoi. 22 ans, Loïs Boisson est qualifiée donc, pour le 3e tour et elle va jouer pour une place en 8e de finale face à Elsa Jacquemot. Alors ça c'est cool parce qu'elles se jouent toutes les deux. Donc quoi qu'il arrive, on va avoir une Française. Et ouais, en 8e de finale. Alors Elsa Jacquemot, elle est classée 138e voilà, au classement WTA. Est-ce que quelque part tu es surprise aussi de ses performances? Elle a déclaré, Elsa, que quand elle a gagné Roland Garros, c'était en 2020 avec une année d'avance Roland Garros junior, elle s'est dit la route quelque part va être facile. Et entre guillemets, donc elle s'est un petit peu implantée. Et là, c'est cool de la voir briller comme ça, de cette manière sur les cours. Ouais, ça m'étonne pas qu'elle ait dit ça, parce que je pense qu'elle est longtemps restée dans les discours avec elle, elle est longtemps restée dans le truc de se dire oui, mais j'ai été numéro 1 mondial junior, donc en gros, ça va le faire. Ouais, ça va le faire, je sais faire, c'est normal que. Enfin, c'est pas normal que là je gagne pas, etc. Donc je pense qu'elle a eu besoin de se rendre compte que finalement la transition junior-pro, elle n'est pas si fluide que ça. Et que même si elle avait gagné Roland Garros junior, elle avait quand même un gap, elle a beaucoup de choses à améliorer et encore maintenant je trouve que physiquement elle a encore plein de progrès à faire, notamment sur terre pour glisser encore mieux, etc. Mais ça fait 2 ans qu'elle est à peu près 130, 140 et ça on se disait elle passe pas le cap finalement parce qu'elle a été numéro 1 mondial junior, donc elle pourrait s'installer dans les 100, etc. Donc là j'espère qu'elle a eu ce déclic-là pour s'installer dans les 100 et justement faire des meilleurs résultats sur les prochains mois. Pour terminer, j'ai 2 passions, le tennis et le foot. Et le Paris Saint-Germain, tu me connais un peu. Donc là ce soir tu fais quoi? Je bosse pas. Ah bah oui, je me doute. Je bosse pas du tout, c'est repos. Un petit pronostic. Pronostic, je suis obligée de dire Paris va gagner. Pourquoi t'es obligée? Parce que mon mari va divorcer. Ah d'accord. Mon mari part à Munich, donc je préfère que ça gagne parce que sinon quand il va rentrer déjà ça va être l'enfer. Et non mais franchement je trouve que c'est leur année et je pense que je dirais un petit 2-1. Oh, j'espère que tu dis vrai. Ah ouais, j'espère aussi. Allez Paris, 2-1 pour nous ce soir. Allez Paris. Et on retrouve Rochette au scanner. J'adore ce nom, franchement ça sonne bien, ça te va très très bien. Tu nous scannes qui aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une IRM sur le jeu de Loïs Boisson, justement, et son utilisation du décalage coup droit qui est plutôt différent par rapport à un décalage coup droit classique qu'on voit dans le tennis masculin. Pourquoi Loïs Boisson pose autant de problèmes aux filles? C'est extrêmement simple, elle a des qualités que les autres n'ont pas. Sur les échanges, quand on lui touche le revers, elle adore mettre de la hauteur parce que la plupart des joueuses féminines vont reculer. Comme on peut voir ici, sa mission numéro 2 en général, c'est de créer des variations de rythme comme ici où elle va trouver un revers plus agressif. Quand elle se retrouve dans cette position, de manière classique, ce qu'on voit beaucoup chez les hommes, c'est d'aller plutôt dans cette zone. Or, dans le tennis féminin, la plupart des joueuses sont plus faibles en coup droit. Donc, Loïs s'adapte avec cette info et va justement créer du volume dans les coups droits des joueuses. Tactiquement, elle va donc jouer avec beaucoup de volume et d'effet au-dessus de l'épaule de l'adversaire et elle va créer des décalages où elle aura des trous. Laurent, je lisais une interview dans l'équipe du jour où Loïs Boisson s'entraîne en neurovisuel avec son préparateur physique Seb Durand. Il dit que c'est proche du gainage profond. Toi qui es gainé, je crois que tu as...
T'as pratiqué me sens le stable, là gainage profond? Je te sens hyper stable. J'ai travaillé en euro il y a plus de 5 ans et j'en ai fait pendant à peu près 1 an. C'est hyper intéressant. Là, c'est très spécifique parce que c'est neurovisuel, c'est-à-dire qu'en fait, il va aller chercher des stimulations au niveau de l'œil pour augmenter le niveau de réactivité. Donc, c'est tout un système qui est assez complexe, mais elle travaille avec un casque qui ressemble à un casque de VR. Ouais. Et en fait, oui, ça permet d'améliorer les temps de réaction. La neuro, en général, c'est quelque chose de très large, mais là, c'est vraiment spécifique au développement de l'œil. Magnifique. Tu penses que c'est efficace? Ah bah moi t'as aimé? Ah bah moi la neuro, oui, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Pendant que je continue à travailler avec tout mon cœur et toute mon âme pour l'émission, Émilie est lamentablement repartie. Voilà, quelle feignasse. Elle est repartie à Jean-Bouin. Elle va vous faire visiter tout ce centre d'entraînement pour les joueurs. Je suis arrivé avec Carlos. Ce qui est fabuleux sur ce site à Jean-Bouin, c'est que déjà il y a plein de practices. Il y a une espèce de, je sais pas, d'ambiance hyper calme. Et surtout, c'est qu'on est hyper proche des joueurs. Et là, par exemple, on a Ben Shelton qui est en train de taper. On est au plus près. Et là, on peut vraiment se rendre compte de la qualité de frappe. Possibilité de voir Carlos Alcaraz. Non, mais il y a un truc qui me fascine, c'est la légèreté. Il est toujours sur les avant de pied. On a l'impression qu'il est aérien, qu'il vole. Qualité de frappe avec un bruit complètement sourd. C'est juste magique. Là, on est vraiment privilégié. Quen Zheng, ça fait partie des outsiders de Laurent. Il l'a annoncé en début de tournoi. On la suit. Franchement, elle tape super bien la balle aussi. En fait, je suis comme une enfant là. Franchement, c'est fabuleux. Je dis pas ça parce qu'on fait le reportage, mais on voit des choses juste incroyables. Il n'y a pas de mystère. Hein. Pourquoi ces joueurs sont à ce niveau tout en haut de l'affiche? C'est qu'ils sont exigeants matin, midi et soir sur toutes les frappes de balle. Carlos. Et magnifique, le petit sourire après la signature, en mode fan, tu vois, c'est parfait. Carlos, please. On l'a dans la boîte. Je suis revenue de Jean-Bouin, on passe au programme du jour. T'es vraiment qu'un enfoiré, tu me traites de T'as du pied quand même, tu vas vite. Hein. Ouais, je suis hyper physique. Je m'entraîne au quotidien justement pour être rapide. Allez, le programme du jour. Jacquemot, Elsa, contre Loïs Boisson sur ce cours tout à l'heure. Prono. Prono, j'ai envie de faire une glissade. Et interdit. Et je pense que Loïs Boisson devrait gagner si elle gère bien ses émotions. Combien de 7? 2-7. Zverev, Koboli. Ouh, celui-là, il est pas facile. On ne parle pas beaucoup d'Alexander Zverev depuis le début. Il est pas facile. Tu trouves qu'il est pas facile? Il est pas facile celui-là. Prends un risque un peu. Prends un risque, Koboli 4-7. Ah oui, gros risque. Oui. Koboli vient de gagner Hambourg, hein, ATP 500. Ce match que j'adore, Fonseca, Draper, Jack Draper. Alors celui-là, c'est Chips Popcorn. Là, je serai présent pour ce match, il va être exceptionnel. Dis-nous des choses light chaque fois, Chips Popcorn. Toi qui fais attention à Roquette chou-fleur, je serai présent au deuxième rang du truc. Là, je peux te dire, c'est sûr, je suis présent. Je pense un Draper à l'arrache en 5-7 ou quelque chose comme ça. Roquette chou-fleur. Misolic, Djokovic en session de soirée. Djokovic, je pense, en 3-7. Facile quoi. Facile, je sais pas, mais 3-7. Tu peux faire 7-6, 7-6, 7-6 et gagner en 3-7. Merci partenaire. Merci à toi. On se retrouve demain. Ouais, j'espère que tu auras autant de pieds qu'aujourd'hui parce que là ça trace. Hein. J'espère, mais j'en ai toujours du pied, ça reste. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, pareil à midi sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Tennis. Très très belle journée et allez Paris.